Monsieur Skull, vous avez fait toute votre carrière dans l'aide au développement, en Afrique, à la Banque mondiale, à la Banque européenne d'investissement, et êtes l'auteur principal de cette brochure, C'est Charité qui tue, ensemble vers une philanthropie du développement moderne, édité par Idée Internationale. C'est un titre assez choquant. Oui, mais cela reflète bien l'effet de ces charités qui entretiennent la misère et conduisent à ces émigrations clandestines, trop souvent mortelles. De plus, la brochure reflète les conclusions d'une majorité de traités sur l'aide au développement, tels que Tödliche Hilfe de Brigitte Erler, Dead Aid de Dambisa Moyo ou L'aide contre le développement de Jean-Jacques Gabas. L'aide aux pays pauvres est-elle vraiment aussi dévastatrice ? Le fait est que 60 ans d'aide étrangère n'a pas réduit les inégalités entre pays pauvres et riches. Bien au contraire. Le sous-développement est un phénomène extrêmement complexe, faisant intervenir de nombreux facteurs économiques, sociaux, politiques, culturels. Il était donc d'emblée assez illusoire de s'imaginer qu'il pourrait être résolu par le seul apport d'argent. D'ailleurs, Walt Whitman Rostow, le concepteur de l'aide étrangère comme outil de développement, le précise bien dans son manuel. Un apport de capital étranger, qu'il soit public ou privé, est incapable de créer le développement économique. Au mieux, cet apport peut l'accélérer s'il est déjà en phase de croissance rapide, plusieurs fois le multiple de la croissance démographique. De plus, Rostow insiste sur la nécessité de limiter l'aide étrangère aux seuls gouvernements ayant des politiques de développement efficaces. Force est de constater que ces conditions sont rarement respectées. Et il n'est donc au fond pas tellement étonnant que l'aide étrangère et la charité internationale telle que pratiquée aujourd'hui ne fonctionnent pas. D'ailleurs, il suffit de comparer la Chine qui est parvenue à réduire drastiquement son nombre de pauvres, quasiment sans aucune aide étrangère, avec l'Afrique qui en reçoit énormément, 240 milliards de dollars par an, et où le nombre de pauvres continue à augmenter, du moins jusqu'à présent. Pourtant, de nombreuses personnes ont l'impression de faire œuvre utile en finançant écoles, hôpitaux, alimentation en eau. En fait, la très grande majorité des évaluations indépendantes de l'aide étrangère montrent systématiquement l'inverse. Nous avions d'ailleurs résumé les conclusions d'une vingtaine de ces traités dans une des annexes de notre brochure. Les projets que vous venez de mentionner peuvent sauver quelques privilégiés, mais ils entravent le développement général et condamnent la majorité à la misère. Fondamentalement, le processus de développement qui consiste à renforcer la capacité des gens de déterminer leur propre avenir est un processus endogène. On se développe, on ne peut pas développer les autres. En concevant notre aide comme indispensable au développement des pauvres, on atteint en fait l'effet inverse à celui recherché, car l'aide accentue la dépendance des bénéficiaires envers un élément étranger qu'ils ne contrôlent pas et qui reste particulièrement aléatoire. Pourtant, beaucoup de généreux donateurs tiennent compte des demandes de la société civile locale. Et oui, mais comme disent les Africains, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. En d'autres mots, lorsque vous apportez un élément qui manque tellement à ces populations, ils s'arrangeront toujours pour vous présenter leur projet qui a le plus de chances de vous séduire. Esther Duflo et son compagnon Ajit Bhanjeri, tous deux prix Nobel d'économie 2019, ont démontré dans leur fameux Poor Economics à quel point il est difficile de lire les vraies motivations des pauvres. De plus, comme aurait dit apparemment Andrew Mellon, ce grand philanthrope, il est plus facile de gagner de l'argent que de bien le dépenser.
et il recommandait vivement de bien s'informer sur les expériences passées concernant l'aide étrangère avant de se lancer dans des actions dites altruistes. En fait, ce qui distingue le philanthrope de la charité, c'est que la première fait confiance dans la capacité de l'humain à se développer et évite donc de chercher à influencer le choix des récipiendaires. Le donateur charitable ou altruiste, par contre, cherche d'abord à se donner bonne conscience, ce qui altère sa perception des besoins réels de ceux qu'il prétend aider. Cette situation est particulièrement prononcée pour les aides bilatérales, c'est-à-dire celles de gouvernement à gouvernement. Le Fonds monétaire international a démontré dans une étude datant de 2009 que plusieurs gouvernements donateurs cherchaient d'abord à satisfaire leurs visées géopolitiques avant de chercher à réduire la pauvreté des pays récipiendaires. Les plus mauvais élèves sont les pays anciens colonisateurs, comme la Belgique, la France et la Grande-Bretagne, dont l'aide est particulièrement inefficiente. Comment expliquez-vous que l'aide étrangère soit si néfaste pour les récipiendaires ? En fait, il y a de très nombreuses raisons à cela. Les plus connues sont la domination des intérêts des donateurs sur les besoins réels des récipiendaires, la création d'une dépendance envers l'aide extérieure, comme nous l'avons mentionné, la corruption que le flux de larges sommes d'argent entraîne inévitablement, les transferts illicites vers les paradis fiscaux encouragés par les multinationales et la classe moyenne locale, le manque de participation des populations concernées dans la conception et la gestion des projets d'investissement. Mais récemment, 2 raisons supplémentaires ont été mises en évidence. La première est le dilemme du Samaritain. En finançant des investissements publics, écoles, hôpitaux, adduction d'eau ou d'électricité, les donateurs étrangers se substituent au gouvernement local alors que c'est précisément de leur responsabilité d'assurer ces services essentiels. Plusieurs économistes ont découvert qu'en ce faisant, les donateurs étrangers, en fait, donnaient aux autorités locales une bonne excuse pour ne pas accroître leur budget pour ces services essentiels. Il se fait que les gouvernements locaux savent que nous ne résistons pas de financer ces services populaires. Éducation, santé, réhabiliter des routes totalement dégradées, remplacer les turbines de centrales électriques qui ne fonctionnent plus. Pourquoi iraient-ils alors consacrer leur bon argent à ces dépenses alors que nous venons les couvrir avec une aide gratuite ? En finançant ces services, les donateurs étrangers, en fait, soutiennent involontairement, il s'entend, la corruption et la mauvaise gouvernance et minent le soutien des gouvernements locaux pour ces outils essentiels de croissance économique. Ensuite, le financement, et c'est la deuxième raison, le financement extérieur d'une part conséquente des budgets des gouvernements des pays en voie de développement permet à ceux-ci d'ignorer les revendications de leur population. Nos gouvernements accèdent chez nous, ici en Europe, tant bien que mal, à nos revendications économiques, sociales et politiques parce qu'ils dépendent de nos impôts pour réaliser leurs programmes. Par contre, notre aide étrangère dispense les gouvernements locaux d'accéder aux besoins de leur population. Et comme ces gouvernements n'écoutent pas leurs citoyens, ceux-ci viennent quémander l'aumône des riches donateurs étrangers. La générosité de ceux-ci évite donc à la population de chercher à obtenir le respect de leurs droits par leur propre gouvernement. La combinaison de ces 2 phénomènes, l'aide publique étrangère alimentant les caisses de l'État et les altruistes couvrant les besoins des populations, prive ces pays du moteur principal du développement économique qui est la synergie entre société civile et gouvernement, à laquelle, pour être complet, il faut ajouter le secteur privé.
Cette synergie entre ces trois composants de toute société humaine est l'essence même de ce qu'on appelle la démocratie participative, sans laquelle aucune société ne peut se développer équitablement et durablement. Des historiens démontrent que c'est cette synergie qui est au cœur du processus qui nous a permis d'atteindre l'opulence dans laquelle nous vivons aujourd'hui dans nos sociétés occidentales. L'aide étrangère freine donc l'émergence de cette démocratie d'une façon d'autant plus dommageable que la part de l'aide dans le produit intérieur brut de ces pays est importante. D'où la conclusion des spécialistes qu'au plus le montant d'aide à un pays est important, au moins il se développe. Mais que faire alors ? D'abord un avertissement. Je disais au début de cette présentation que le sous-développement était un phénomène particulièrement complexe. Il faut donc se méfier de ceux qui prétendent avoir la solution miracle. C'est seule une combinaison de diverses actions qui pourront amener une amélioration de l'efficience de l'aide étrangère, tant soit peu qu'elle soit nécessaire. Toutefois, toute solution équitable et durable devra nécessairement comporter une chose, c'est un renforcement de la capacité de la société civile locale à déterminer son propre avenir. Amartya Sen, prix Nobel d'économie en 1998, démontrait que seules des politiques économiques et sociales élaborées par le gouvernement en concertation avec les représentants des personnes concernées pouvaient être considérées comme équitables et durables. Le professeur Angus Deaton, prix Nobel d'économie en 2015, reçu pour ses travaux sur la pauvreté et ses origines, estime que la meilleure aide étrangère est celle qui rapproche les gens de leur gouvernement. L'expérience pratique du réseau d'idées internationales montre que les représentants de la société civile locale se regroupent très volontiers en coalition pour avoir plus de poids politique et mener un dialogue constructif avec le gouvernement, ce qu'on appelle le plaidoyer. Elles sont les mieux placées pour identifier les problèmes principaux contre la lutte contre la pauvreté, offrir des solutions les mieux adaptées au contexte social, culturel, local, et proposer des solutions à un coût nettement inférieur à celui des intervenants étrangers. De plus, la société locale veille à ce que les gains des actions entreprises restent sur place. Le dicton selon lequel donner un poisson permet de survivre un jour, apprendre à pêcher permet de se nourrir toute la vie est en fait fallacieux. Il ne nous revient pas de vouloir apprendre à ces gens quoi que ce soit. Ils sont beaucoup mieux placés que nous pour imaginer des solutions les mieux adaptées à leurs capacités et à leurs véritables besoins. Cette approche requiert des donateurs qu'ils financent en priorité les frais administratifs ou structurels de ces coalitions pour qu'elles puissent faire valoir leurs revendications. Les donateurs doivent alors abandonner leurs préférences pour des projets qu'on appelle concrets ou de fourniture de services par lesquels ils aident eux-mêmes à résoudre les problèmes qu'il revient en fait au gouvernement de résoudre. Ils doivent aussi aider ces coalitions à participer aux conférences régionales et internationales où le sort des populations les plus démunies est généralement débattu en l'absence de leurs représentants. Tout cela est très intéressant, mais avons-nous encore un rôle à jouer ? En quoi ces propositions nous concernent-elles, nous, Européens ? Un petit retour en arrière, si vous voulez. Le 2 août 1999, oui, il y a déjà 20 ans, à l'aéroport international de Bruxelles, les corps de 2 jeunes Guinéens, Yaguine et Fodé, pour ceux qui s'en rappellent, sont trouvés morts dans le train d'atterrissage d'un avion venant d'Afrique. Sur eux, ils portaient un message émouvant, suppliant les dirigeants et membres de l'Europe de créer une grande organisation pour aider la jeunesse africaine à construire chez eux une vie digne. Le fait est que nous n'avons pas vraiment cherché à répondre à leurs suppliques. Si nous voulons que le sacrifice consenti par ces 2 jeunes et celui involontaire de milliers d'autres jeunes africains depuis ne soit pas vain, nous nous devons d'intervenir auprès de nos gouvernements, ici dans le Nord,
pour exiger qu'ils améliorent l'efficience de notre aide étrangère. Ils doivent notamment arrêter de favoriser les interventions de nos propres entreprises et de nos propres organisations non gouvernementales en Afrique aux dépens de la société civile locale. La participation de cette société civile est nécessaire à tous les stades de nos investissements, conception, réalisation, suivi, évaluation indépendante de ces investissements, destinés à réduire la pauvreté. Tous les investissements doivent faire l'objet d'une évaluation d'impact social et macroéconomique par une association représentant les bénéficiaires visés. Mais je tiens à rappeler une fois encore que l'amélioration de l'efficience de l'aide étrangère à elle seule ne suffit pas pour aider l'Afrique à se développer. Il faut que les pays africains changent leur régime fiscal pour, si pas mettre fin, au moins réduire fortement les transferts illicites vers les paradis fiscaux. L'Union européenne doit aussi réduire ses droits d'importation sur les produits africains transformés, car la situation actuelle de ces droits freine l'industrialisation de l'Afrique. L'Union européenne doit aussi, par exemple, ajuster ses compensations pour les droits de pêche le long des côtes africaines et les mettre au niveau des valeurs réelles des prélèvements, car à leur niveau actuel, ils ne laissent aux populations de ces régions d'autres alternatives que d'émigrer pour survivre. Quel avantage nous offre cette nouvelle approche ? Si l'Afrique, elle, pourra à l'avenir choisir ses partenaires internationaux, l'Asie, la Chine, l'Inde, les USA, l'Amérique latine ou peut-être l'Europe. L'Europe, elle, par contre, n'a pas le choix. De par sa proximité géographique et son évolution démographique, son avenir dépend très directement de celui de l'Afrique. À partir de 2050, il faut savoir qu'il y aura plus d'Africains sur Terre que de Chinois ou d'Indiens. Les jeunes Africains représenteront une personne active sur 3 dans le monde. C'est l'avenir de l'humanité qui dépendra en grande partie de leur développement culturel, social et économique. Tout change dans le monde et l'Europe se doit d'échanger sa politique d'aide étrangère actuelle, encore imbibée d'une attitude coloniale, pour une approche beaucoup plus participative, plus conforme aux exigences des temps modernes. Pour terminer, je voudrais vous réciter un court passage des mémoires du prince Otto de Habsbourg. J'ai été assez longtemps membre de la commission de l'aide au développement du Parlement européen pour savoir que les dons n'ont un effet positif que là où ils s'intègrent dans une politique constructive. Sinon, ils sont une source de corruption et de destruction. Il revient donc à notre génération d'agir pour que notre politique de coopération au développement serve enfin les intérêts des populations qui détermineront l'avenir de nos petits et nos arrière-petits-enfants.